Le 20 septembre dernier, une demi-douzaine de bouteilles de verre d'un opaque verdâtre menacèrent les joueurs de l'affrontement olympien, dont la cornée de l'œil légèrement désaxée du jeu se conduisait alors instinctivement en direction des tribunes, trahissant le fond de leurs pensées. L'ambiance fut électrique et le climat austère. Bien que le match fût interrompu, l'Olympique de Marseille revint au score avant le dernier coup de sifflet final et se neutralisa finalement avec son voisin lyonnais, comptant en serrant le transfuge Mathieu Valbuena, source du ronronnement du Vélodrome. Dans une paisible névorcité, le match prit fin dans le dernier souffle de la tempête. Les caméras de Canal+ sont alors là, déjà installées massivement pour son grand match du dimanche soir. Elles suivirent alors un homme au teint pâle et au regard strict. Il déambula théâtralement dans les couloirs du Vélodrome. Puis, quelques heures plus tard, il asséna un heurt verbal dont lui seul se permet dans le milieu. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens. Le ton prêt à sourire. Comblé de sa réussite, Jean-Michel Aulas donne la leçon et fanfaronne de ses victoires en rappelant impertinemment la morosité de la vie des perdants. Mais comment cet homme d'affaires dans l'informatique a empilé les succès dans le football au point de mépriser le président du seul club français vainqueur de la Coupe d'Europe? Toutefois, aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est bien le parrain de la Ligue 1. C'est en 1987 que l'histoire commence lorsque Jean-Michel Aulas, homme d'affaires visionnaire, est nommé à la tête du club. En prenant des idées nouvelles et ambitieuses, il prédit alors pour l'OL un avenir éclatant. Si nous ambitionnons à 2 ou 3 ans d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles, nous avons fait, je le disais tout à l'heure, une étude qui permet de catalyser autour d'un certain nombre de gens qui sont prêts à s'investir des moyens financiers tout à fait à la dimension de cette ambition. Sa conception moderne et l'approche économique développée par un discours inédit le couronnent rapidement du succès. Malgré de funestes finances, le club retrouve l'élite et s'attache pendant 15 années consécutives à concourir dans la plus grande des compétitions européennes. Au travers du football, Jean-Michel Aulas fait reparaître à la ville de lumière sa noblesse. En parallèle d'une communication corrosive pour affirmer la marque OL, il s'attache à conduire avec discrétion une stratégie rigoureuse et planifiée de développement de l'institution lyonnaise, à la manière d'une firme multinationale. Pour cela, la Fresh Holding OL Group est associée à l'Olympique Lyonnais et affiche un peu plus la vocation entrepreneuriale du club. Il érige ainsi le principe d'être productif en dehors du terrain pour influer sur les performances sportives. Mais Jean-Michel Aulas n'en oublie pas pour autant les perspectives d'avenir et cherche constamment à se réinventer pour ne pas sombrer, comme en atteste son investissement non négligeable dans le foot féminin. Championne d'Europe. Avant d'atteindre la fin du cycle de réussite qu'il a créé, Aulas rompt, malgré les résultats convaincants sur la scène européenne et nationale, avec le passé, et amorce ainsi l'intronisation en bourse du club et la construction d'un stade ultramoderne ayant pour visée de concurrencer les plus grands européens. De ce projet de Stade des Lumières et de l'ensemble qui est attaché autour. Ainsi, l'Olympique Lyonnais devient propriétaire des 60 000 sièges de ce monstre de modernité. Avec l'aide de capitaux privés, l'OL Group déboursera plus de 400 millions d'euros pour que l'enceinte voie le jour. L'investiture du nouveau stade devient un virage dans l'évolution et dans l'histoire du club, mais déjà anticipé dès 1987, date de l'arrivée d'Aulas à la tête du club. Je me souviens de discussions que nous avons eues en L2, où son projet c'était un grand stade, tout le merchandising autour, de faire un grand club. Munich, un soir de match comme les autres, l'Allianz Arena s'illumine pour faire briller ses étoiles. Pour appréhender au mieux ce cap espéré, JMA et l'OL s'attachent à s'inspirer du modèle bavarois et de son exode risqué du stade olympique, s'avérant une franche réussite sur tous les aspects économiques et sportifs. L'aboutissement de ce schéma se matérialise lorsque le FCB soulève la coupe aux grandes oreilles à Londres en 2013. Tout d'abord, sur le plan sportif, il est certain que l'entrée dans le nouveau stade engendre des difficultés signifiantes qui sont dues à l'affaiblissement des finances et donc de l'effectif footballistique. La chute importante du nombre de trophées remportés entre 2005 et 2012 démontre la nécessité de préparer en amont ce bouleversement. Toutefois, à partir de 2012, avec 11 trophées remportés en 3 ans, le Bayern connaît une certaine hégémonie sur le football européen.
Cette puissance est rendue possible par l'accroissement impressionnant des revenus, créant un gouffre avec les concurrents. Comme en atteste l'augmentation de 68% du chiffre d'affaires entre 2012 et 2014 du club. L'OL cherche alors à appliquer la même stratégie et suivre le même modèle économique. La réussite de ce modèle et l'augmentation du chiffre d'affaires s'explique par l'indépendance économique que s'est disposé le Bayern Munich. Cette indépendance économique s'explique par l'homogénéité des parts des différents revenus constituant le chiffre d'affaires du club. Ainsi, pour l'écart type, qui est l'écart entre les parts des revenus, plus ce dernier est faible, plus il représente une bonne santé financière d'une entité. Le club bavarois n'a donc pas de source de revenus majeure dont il dépendrait, ce qui lui offre inévitablement une stabilité économique. Pour s'en rapprocher, Jean-Michel Aulas s'attache à réduire depuis plusieurs années l'écart type de ses revenus. Pour faire face à ce déclin attendu, dès les années 2000, Jean-Michel Aulas va s'appliquer à faire naître une situation d'asservissement auprès des clubs qui composent le championnat français. Tout d'abord, les résultats sportifs sur la scène européenne réalisés par le club rhodanien, permis par les investissements conséquents sur de grands joueurs, ont provoqué une situation de dépendance sportive. En effet, pour détenir une place en C1, les clubs français ont été soumis aux résultats lyonnais. Cette puissance sportive antérieure fait émerger un sentiment de reconnaissance et de gratitude. En cette période plus difficile pour l'OL, la Ligue 1 lui est donc redevable. En outre, cette domination s'est accompagnée de l'intérêt de nouveaux diffuseurs dont l'augmentation des droits TV profite à tous. Le développement actuel des clubs français dépend également du parcours lyonnais. Les Gaunes ont ainsi affirmé leur puissance. Enfin, dans l'ombre des résultats sportifs, de manière habile, il développe progressivement une dépendance économique auprès de ses voisins. Vraisemblablement, nous avons étudié la balance des transferts du club depuis 2008 et l'amorce de la construction du stade, et nous en avons extrait une conjecture étonnante. En effet, nous avons remarqué que les investissements lors des mercatos entre juin 2007 et août 2010 ont principalement été effectués dans l'optique de générer une sorte de dépendance budgétaire auprès de certains clubs français. Pour cela, Lyon va successivement allouer des sommes supérieures à la valeur intrinsèque de joueurs évolués dans des clubs de Ligue 1 tels que le Stade Rennais, l'OGC Nice, le FC Metz ou encore le LOSC. Pour faire un rapprochement avec une puissance étatique, l'Olympique lyonnais intervient directement pour aider ses voisins en difficulté financière, comme l'ont fait les États-Unis durant l'après-guerre. En dépensant près de 103,4 millions d'euros, l'OL a développé son propre plan Marshall afin d'anticiper le déclin futur lié à la destruction du stade, comme nous l'avons démontré précédemment. L'OL ne subit pas sa crise, mais il la provoque. Concrètement, lors de cette phase délicate depuis 2010 à aujourd'hui, Lyon a bénéficié de transferts entrants à des coûts moindres provenant de ces mêmes clubs. En parallèle, de nombreux joueurs formés majoritairement au club ont été vendus contre des sommes plutôt intéressantes pour des joueurs disposant de peu d'expérience professionnelle. Ainsi, l'OL a réalisé avec ses clubs des échanges bénéficiaires de 8 millions d'euros, lui permettant d'acquérir des joueurs aguerris contre de jeunes joueurs prometteurs. En somme, les investissements qui peuvent apparaître comme irraisonnables sont selon nous en réalité effectués de manière raisonnée afin de préparer l'avenir et ne sont certainement pas des erreurs de jugement. Fort de ses multiples succès et de son apport fécond au football français, Jean-Michel Aulas s'est immiscé peu à peu au sein des institutions nationales puis européennes. Par exemple, il a apporté un soutien massif pour le fair-play financier qui s'avérera finalement fructueux. Par cette sorte de manipulation positive décrite il y a peu, il a déséquilibré le rapport de force en son sens pour obtenir un poids décisionnaire. Au-delà de sa clairvoyance économique, son action se distingue tout autant par son habileté à communiquer, fédérer et prendre des décisions majeures, dignes d'un politicien de grande ampleur. Un match contre qui? Comme nous le voyons sur ces images de veille de derby, Jean-Michel Aulas, tel un grand meneur d'hommes, manie à la perfection la communication des foules. Merci à vous tous pour tout ce que vous avez fait et surtout pour tout ce que vous allez faire. Mais il ne faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League.
Avec cette communication argumentée et directe, les supporters adoptent un culte de la personnalité pour celui qui a fait rejoindre le club au sommet. Impulsé par toute cette ferveur régionale, il défend bec et ongle son club, allant même jusqu'à se moquer de jeunes supporters stéphanois sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas n'oublie pas la victoire de Saint-Étienne dimanche dernier, 3-0, la honte pour vous. Il n'y a pas de honte à perdre, sauf contre des peintres, non? Pas grave, va au lit, c'est l'heure. Mais il ne se limite pas à de simples provocations. En effet, Jean-Michel Aulas a fait du réseau social Twitter son principal moyen de communication pour faire passer son message auprès du jeune public sans l'intermédiaire non maîtrisé des médias. De vouloir protéger à tout prix son club, Jean-Michel Aulas n'hésite pas à dire ses 4 vérités et cherche toujours à imposer ses volontés. Cet appétit inconditionné de victoire, il en demande parfois un bras mauvais joueur et de mauvaise foi. En entrant dans son stade qu'il voulait tant, Jean-Michel Aulas jubile aujourd'hui de sa gloire et de ses succès. Progressivement, grâce à son développement réfléchi du club rhodanien, il s'est imposé comme le véritable patron du football français. Il se comporte alors comme un parrain qui multiplie les déclarations provocantes en décuplant son ambition ou encore en empilant les nouveaux trophées. Finalement, il ne lui reste plus qu'à décrocher la Ligue des Champions dans son stade pour véritablement avoir le sentiment d'avoir achevé le devoir accompli, être le président champion des champions.